Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint via Zoom Dr Ahmad Al-Laythi Nasseb, qui est professeur de politique et d'économie. Bonjour, Dr Ahmad. Bonjour à vous, monsieur. Alors, premièrement, Washington et Téhéran sont-ils proches d'un accord ou d'un désaccord, selon vous? Je pense qu'on est de plus en plus loin d'un accord. Ce qu'on est en train de voir, c'est que chaque fois que la côté iranienne présente une proposition, on ne sait pas vraiment c'est quoi le contenu dans cette proposition, oui. C'est refusé par les États-Unis et je pense que le président Trump a dit qu'il a voulu que l'Iran présente une subvention totale, que je pense que ça ne va pas être possible, oui. Parce qu'avec le régime présent en Iran, c'est tout mieux pour eux de rentrer dans n'importe quelle guerre que déclarer une perte complète. Donc je pense que le président Trump, il comprend ça beaucoup mieux que tout le monde. Il est en train de demander l'impossible, et quand on demande l'impossible, c'est pas évident qu'on va arriver à une solution. Certes, certes. Dr Ahmad, quels sont les points de litige ou les points de désaccord majeurs entre les États-Unis et l'Iran en matière d'accord? C'était les objectifs que le président Trump a cités. Un, c'est un changement de régime théocratique en Iran. Deux, l'uranium activé, le 440 kg, à plus que 60%. Et la troisième, c'était l'arrêt ils les appellent les armes d'Iran, que ce soit au Liban, au Irak et au Yémen. Oui. Tout à fait. Et après ça, on a ajouté, ça a été ajouté, bien sûr, l'histoire du Hormuz. Et malheureusement, c'était déclaré il y a 1 ou 2 jours dans une discussion au Congrès avec le ministre ou le secrétaire de guerre américain, oui. Que rien parmi ces 3 objectifs qui sont devenus 4, rien n'a cessé matérialisé alors que les États-Unis ont dépensé des milliards et des milliards dans cette guerre où on l'appelle une action militaire, si vous voulez, comme les Américains doivent le nommer à cause que le président n'a pas le droit de déclarer une guerre sans qu'il a l'accord du Congrès. Oui. Oui. Donc on est nulle part. Espérons pour le mieux. De toute façon, comment interprétez-vous la déclaration de Donald Trump affirmant que les hostilités sont terminées, selon ses propres termes, en adressant le Congrès, alors qu'un cessez-le-feu est toujours fragile? Je pense que c'est une manœuvre illégale. Il est en train de utiliser disons ses droits comme un président, que la Constitution américaine lui donne le droit à faire des actions militaires qui ne durent pas plus que 60 jours. Donc je pense, la façon que moi personnellement lis ça, qu'il est en train de déclarer la fin de cette action militaire. Ok, et il va arrêter probablement pour 1 mois ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il va attendre après son rencontre avec le président chinois le 15 mai. Oui. Et puis, il peut toujours recommencer une autre action militaire avec un nouveau nom et ça devient une autre action. Et là, il va rester bien encadré par la loi et la Constitution américaine. Donc, je pense que c'est une manœuvre légale, rien de plus. Une pause probablement qui va durer jusqu'à fin mai ou quelque chose comme ça, juste après son rencontre avec le Chinois. Et puis, je pense qu'il va recommencer sous un nouveau nom
un nouveau action militaire. C'est ça comment je lise les choses. Parfait. Comment peut-on réellement considérer qu'un cessez-le-feu équivaut à la fin du conflit, selon les termes du président américain? Écoute, les deux côtés sont trop loin. Donc, il n'y a pas le champ de manœuvre pour essayer d'arriver à une solution. On est très loin de ça, parce que le président américain retient sa position qui est pas acceptable et qui ne peut pas seulement être acceptable pour les Iraniens, mais un peu plus. Les Iraniens ne peuvent pas afforder de accepter ce qu'ils leur demandent, parce que tout simplement, s'ils vont sortir et donner une submission totale, ça veut dire que le régime va échouer et il ne peut pas afforder ce coup légalement parlé avec leur peuple en Iran. Donc là, on est très loin d'une solution. La seule solution, ça va être que les deux parties se rencontrent avec un compromis, soi-disant. Un compromis, tout à fait. Mais lorsque les deux parties sont dans une position où les deux ne sont pas, n'ont pas de volonté de faire n'importe quel compromis, on va rester où on est aujourd'hui. Ça peut rester très longtemps comme ça. Selon vous, comment l'Iran a-t-il réagi aux récentes déclarations américaines? Les Iraniens, ce que je pense que ça n'arrive pas bien à l'administration américaine, les Iraniens sont très capables de subir n'importe quelle action militaire, comme le bombardement pour leur ville, que donner une soumission. Et là, c'est un refus total. Et il essaie de manœuvrer les choses maintenant avec le double contrôle sur les navires sortant du détroit d'Ormuz. De droit de Hormuz, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est très difficile de savoir comment ça va finir. Donc, ce sont comme deux parties, les deux, chacun tranche l'autre par le coup. Donc, c'est très difficile de savoir comment ça va finir. Mais sans que un des parties, au moins, si pas les deux, est prêt à donner des concessions ou des compromis, ça va être très difficile de voir une solution dans le futur prochain. Quel impact cette situation peut-elle avoir sur la stabilité au Moyen-Orient, surtout la stabilité économique? Écoutez, je pense que c'est un peu exagéré, honnêtement, si on regarde les chiffres. Le Hormuz, à partir de détroit de Hormuz, est passé presque 20% du pétrole global. Un cinquième du pétrole global. Un cinquième qui est 20%. Oui. Donc, qui sont plus ou moins 20 millions de barils par jour. Maintenant, on a l'Arabie Saoudite qui a trouvé une solution à partir de leur système de tuyaux vers la mer Rouge, par la ligne qu'ils appellent Ouest-Est, qui fait sortir presque 7 millions de barils. De l'autre côté, on voit l'Union arabe des Émirats qui ont aussi une autre solution à partir de Fougère, qui fait sortir plus ou moins 3 à 4 millions de barils. Ce qui veut dire que finalement, ce que le monde a réellement perdu sur le pétrole, c'est 9 millions de barils par jour. 9 millions sur 100 à 120 millions de barils, oui, ça fait mal, mais c'est pas catastrophique, ou c'est pas aussi catastrophique comme le média est en train de dessiner la situation. On peut comprendre une augmentation des prix, mais je pense que tous les prix, les augmentations qui partent pour plus que $100 ou $110, ce sont des exagérations et ce sont des spéculations en prix.
en profiter. Mais si on regarde les chiffres un peu profondément et on creuse un peu, on voit que tout ce que la fourniture mondiale a perdu en pétrole, ça ne dépasse pas 7%, ce qui n'est pas aussi grave que ça, c'est pas une catastrophe complète. Donc je pense que c'est une situation qui est gérable, qui peut rester un peu pas mal du temps. Oui. Est-ce que vous pensez que les marchés exagèrent un tout petit peu de peur que ce blocus ne perdure? Tout à fait. Comme on a dit, c'est 7%, c'est pas que les 20% sont bloqués. Peut-être, il y avait quelques mois, 1 ou 2 mois, que oui, jusqu'à ce que les deux, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ont trouvé la solution, mais maintenant, 50% du problème a été résolu. Oui. Donc, oui, il n'y a pas une raison logique, numérique, pour laquelle on peut trouver les prix où ils sont aujourd'hui. Donc, tout à fait, c'est bien exagéré. Oui. Depuis quelques jours, on a vu une décision des Émirats arabes unis de sortir de l'organisation de l'OPEP. Alors, selon vous, quelles sont les répercussions d'une telle décision et est-ce que d'autres pays suivront ce processus des Émirats? C'est une très bonne question. Donc, on doit comprendre l'architecture du marché de pétrole mondialement. Oui. Pour commencer avec l'OPEC, ça fait 28% du marché du pétrole globalement. Oui. L'OPEC place, ça fait 40 ou 42% maximum du consommation totale. Les Émirats, elles avaient disons un cap de garder sa production à 3 à 3,5 millions de barils par jour. Oui. Et là, ils voudraient augmenter un peu leur production, partir jusqu'à 5, qui est leur capacité maximale vraiment, et peut-être en profiter des prix qui sont assez élevés. Si vous vous rappelez, on était à $60 par baril juste avant la guerre. Donc là, vraiment, le OPEC, qui représente presque 28% du marché global, n'est pas aussi dramatique, si vous voulez, une deuxième fois. Et d'un autre côté, on a bien que ça va tomber jusqu'à 25 ou 26. Une autre fois, c'est pas aussi énorme que ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y a d'autres raisons, peut-être un peu politiques, que l'Émirat a quitté. On a vu Qatar qui a quitté la même organisation il y a quelques années. Donc, je pense pas que c'est aussi grave. Est-ce qu'il va y avoir d'autres producteurs ou d'autres pays qui vont quitter? Je pense que ça peut être, oui, possible, si jamais ces pays vont voir que leur intérêt national, c'est donc quitter, d'être capable de produire un peu plus de ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui, et ils vont aller partir vers maximiser leurs bénéfices. Je pense que c'est possible, mais c'est pas nécessaire ou obligatoire. On va voir comment ça va se passer, et ça dépend beaucoup de comment les pays restants dans l'organisation vont gérer les parts différentes et comment ils vont diviser les chiffres entre eux. Oui. Dernière question concernant la médiation. Il y a certainement les pays, à commencer par le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte, qui déploient plein d'efforts pour une médiation entre l'Iran d'une part et d'autre part les États-Unis. Comment voyez-vous leurs efforts? Et est-ce que cette médiation a de la chance sans que, par exemple, un pays tel que la Chine la subventionne ou donne son patronage pour cette médiation? Écoutez, je pense que le plus, le mieux. L'Égypte, on a entendu bien le président Sisi il y a quelques jours, dans son discours, quand il a dit que on a bien essayé de faire le maximum. L'Égypte a exercé des efforts énormes pour
médier entre les deux parties, mais pas tout ce qu'on désire se matérialise finalement. Le président Sissi a dit ça il y a 2 ou 3 jours. Donc je pense que ça aurait été beaucoup plus pire si l'Égypte n'aurait pas joué le rôle que l'Égypte a joué, mais d'une autre côté, si un pouvoir économique assez lourd comme la Chine s'intervient, je pense que ça peut être beaucoup mieux aussi. Espérons pour le mieux, Dr Ahmed Laïci Nasser. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie et de politique. Merci à vous.